Et il est 11 heures. Voilà, timekeeper. Voilà, j'autorise les gens à rentrer. Bonjour, soyez les bienvenus. On va commencer d'ici 2 petites minutes. Alors pour ceux qui expérimentent Teams pour la première fois, s'il y en a, on ne vous a pas mis en mute, on vous laisse vous muter tout seul. Bien sûr, à la fin du webinaire, vous pourrez poser vos questions librement. Et puis d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le module de chat pour poser des questions. Alors, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay si besoin. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je l'annonçais, on va commencer à 11h03. Merci de vous mettre en mute, voilà, parce qu'on n'a pas voulu forcer le mute des uns et des autres. Vous pourrez bien sûr vous démuter à la fin du webinaire pour poser des questions. Vous pouvez les poser aussi en direct via le module de chat. Comme je l'annonçais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra d'avoir accès au replay. Voilà, il y en a toute une série qui sont en train d'arriver. On va les laisser s'installer et on commence dans une petite minute à 11h03. Voilà, bah, il est 11h03, on va y aller. Merci à ceux qui nous rejoignent. Je suis Nicolas Jacquet, je suis directeur général adjoint de Folia Team et je vous souhaite vraiment la bienvenue à ce webinaire dédié à l'évaluation de votre exposition au risque cyber. Alors j'animerai ce webinaire avec Thierry Ballian et Ninon Pommery. Thierry est de la société Folia Team, il se présentera tout à l'heure. Et Ninon de la société Proactive nous fera une démonstration tout à l'heure et elle se présentera également. Alors, on va passer au slide suivant. Puisque avant de plonger dans le vif de ce sujet pour vous expliquer finalement comment mesurer votre exposition au risque cyber et comment surtout, j'allais dire, augmenter votre résilience, je voudrais vous dire un mot sur Folia Team pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Alors, Folia Team, on est un opérateur de services cloud sécurisé. Dans Folia Team, il y a Team. Donc, on est avant tout une équipe de 320 salariés répartis sur 9 sites en France, à proximité de chez vous, que vous soyez en région Rhône-Alpes, Île-de-France, Sud-Ouest ou dans le Nord. On est aussi une équipe manager qui, dans le cadre d'une levée de fonds qui s'est opérée en fin d'année dernière, sommes devenus majoritaires. Donc, les engagements qu'on peut prendre, tout ce qu'on va vous présenter, eh ben, on va le tenir. Aujourd'hui, Folia Team, c'est à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des ambitions de croissance qui sont assez fortes, mais qui correspondent finalement à notre track record. Et on verra que dans notre plan de croissance, il y a la cybersécurité. Alors, je vous disais, on est un opérateur de service cloud. Donc, en tant qu'opérateur télécom, opérateur de service cloud, on investit massivement dans nos infrastructures. On a typiquement des data centers souverains
On vous engage à venir d'ailleurs les visiter à Paris. On sera très content de vous accueillir dans nos data centers. Et en tant qu'opérateur de service cloud, on a un focus aujourd'hui qui est plutôt autour de la collaboration, de la téléphonie. Ça, c'est notre ADN. Maintenant, pour délivrer des services de cloud, il faut pouvoir connecter nos clients, apporter de la connectivité intelligente à travers de la fibre, des réseaux MPLS, des réseaux SD-WAN. Donc, vous comprenez maintenant un petit peu pourquoi on va parler de sécurité. Et d'ailleurs, c'est le dernier point. Je vous disais, on est opérateur de services cloud sécurisés. Dans le cadre de notre plan stratégique, on a mis un fort accent sur la croissance de nos activités cybersécurité. C'est la raison pour laquelle il y a une BU dédiée qui a été créée, pilotée par Thierry Ballian. Et Thierry, je vais te laisser nous expliquer qui tu es et les missions de cette business unit. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc, je me présente, Thierry Ballian. Donc, je suis directeur de la BU cybersécurité Foliatim. Alors, comme Nicolas l'a expliqué, Foliatim a fait une levée de fonds importante en fin d'année dernière avec des objectifs majeurs de développement, de croissance. Et Foliatim a placé la cybersécurité au cœur de sa stratégie de développement. Et donc, cet investissement massif se retrouve dans cette création de business unit entièrement dédiée à la cybersécurité, qui sera là pour porter toutes les offres de Foliatim dans le domaine. Cette business unit démarre d'ores et déjà avec une équipe constituée et un ensemble de services déjà disponibles, que nous ne vous présenterons pas aujourd'hui. On va faire un focus particulier sur un des services, mais sachez qu'un ensemble de services sont d'ores et déjà disponibles. Alors, pour ma part, j'ai rejoint Foliatim en ce début d'année. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'IT depuis plus de 20 ans. J'ai développé, créé une entreprise, notamment dans le domaine de la cybersécurité, Aliacom, qui est devenue une entreprise, un acteur de référence du secteur de la cybersécurité, qui a été revendue tout début 2018 au groupe Vinci Énergie dans sa marque Axians. Donc moi, je rejoins Foliatim pour apporter mon expérience sur ce marché, pour porter des offres de services conformes au métier et à l'ADN de Foliatim, à savoir un opérateur de services cloud. Et on va développer des offres en rapport avec le parc client de Foliatim et à disposition des clients de Foliatim. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'attarder aujourd'hui à présenter le service Cyber Security Check, qui est un des services parmi le portfolio existant de Foliatim. Alors, je crois que pour commencer l'histoire, tu voulais un peu nous rabâcher le sujet WannaCry que certains connaissent peut-être déjà par cœur. Et en même temps, quand on a préparé le webinaire, tu m'as dit, mais Nicolas, ça illustre parfaitement le propos de ce webinaire. Alors, on te laisse parler de WannaCry. Oui, exactement. Alors, je vais commencer par la fin, WannaCry, et je ne vais rien divulgacher ou spoiler, comme on dit en bon français, puisque beaucoup de gens connaissent WannaCry. Et donc, je démarre par la fin, ce 12 mai 2017, où une attaque WannaCry est lancée. C'est une attaque par ransomware qui utilise un programme qui s'appelle Eternal Blue. Alors, il faut savoir que cette attaque, c'est la cyberattaque mondiale massive qui va toucher plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Principalement en Inde, aux États-Unis, en Russie, mais aussi en France. Et cette cyberattaque a été considérée en son temps comme le plus grand piratage à rançon de l'histoire d'Internet. Alors, c'était une grande première, c'était massif, ça touchait beaucoup de monde et ça a perturbé beaucoup de services informatiques. Et revenons un peu à l'origine de ce qui a conduit à WannaCry. On revient quelques mois auparavant, on se met en février 2017 et là, la NSA, l'agence de sécurité américaine, prévient Microsoft. L'agence s'est fait dérober un programme qui permet d'exploiter une faille dans un service Windows essentiel. Et donc ce jour-là, Microsoft apprend deux choses. Un, qu'elle a des services qui sont vulnérables, et deux, que la NSA connaît cette vulnérabilité depuis plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas bien, et utilisait cette faille pour aller espionner des systèmes d'information. Donc Microsoft se met au boulot et va réaliser un correctif et publier un correctif pour cette faille SMB. Alors il faut savoir que ce service SMB, c'est un service qui est très largement réparti dans le monde Windows, Microsoft, que beaucoup d'entreprises utilisent. Et c'est un service qui permet de partager des fichiers sur des disques de machines. Quand vous prenez un fichier et que vous le déposez sur un serveur Windows,
c'est le service SMB qui est mis en jeu. Donc cette faille est très critique, elle est massivement répartie et Microsoft décide bien évidemment de la corriger très rapidement, mais aussi de procéder à des correctifs, par exemple, sur des machines qui ne sont plus supportées depuis longtemps, typiquement Windows 7, tellement cette faille est importante et critique pour l'ensemble de l'informatique de la planète. Donc ça se passe le 14 mars 2017, et on se retrouve un mois plus tard, et là, le 14 avril 2017, le groupe de hackers qui a volé le programme Eternal Blue à la NSA, ce programme qu'on appelle un exploit. Un exploit, c'est un programme informatique qui permet d'utiliser une faille et d'en profiter pour perpétrer des actions malveillantes. Donc ce groupe de hackers diffuse ce programme de façon massive sur Internet. Donc là, on se retrouve dans une situation où des failles sont très largement disponible, accessible depuis Internet. Un programme permettant d'exploiter ces failles est disponible. Et l'attaque massive a lieu le 12 mai 2017. C'est WannaCry. Et ça touche des grandes entreprises comme Vodafone, FedEx, Renault, Telefonica et le système de santé britannique qui s'est retrouvé très très massivement perturbé avec des mises à l'arrêt complet d'hôpitaux pendant plusieurs jours. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à l'époque ? Alors, ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ce WannaCry, il y a deux grandes mesures qui sont importantes. Quand on apprend l'existence de cette faille, la première chose à faire qui est majeure, c'est identifier les machines vulnérables. Il faut connaître son parc et identifier partout où cette faille est potentiellement accessible par des hackers. Ça, c'est la première étape, le point clé. Et la deuxième chose à faire, qui est aussi très très importante, c'est de mettre à jour les machines quand les correctifs sont publiés. Et là, Microsoft avait publié son correctif. Et c'est aussi, si on ne peut pas mettre à jour, c'est isoler les machines vulnérables. Donc il y a tout cet ensemble de procédures à conduire pour se protéger de façon efficace. Alors, a-t-on été capable de capitaliser, de travailler, de bénéficier de cette expérience ? Alors, en mai 2017, on a WannaCry. En juin 2017, on est un mois après, on a NotPetya. NotPetya, c'est exactement le même type d'attaque, c'est du ransomware. Ça va aller chiffrer des milliers, voire des centaines de milliers de disques durs qui utilisent ce service Microsoft. Et donc, un mois après, les grandes entreprises n'ont toujours pas compris l'importance majeure de ces corrections. Le groupe LU, le groupe Maersk, Mars, Saint-Gobain, et on arrive à une perturbation et un coût total estimé à 10 milliards de dollars. On se met un an après, Avira, qui est une société qui travaille dans le monde de la cybersécurité, qui produit des antivirus et des anti-malware, annonce détecter quotidiennement près de 15 000 machines encore vulnérables et disponibles sur Internet. On progresse un peu dans le temps, on se met en juin 2020, on est 3 ans après. On va encore trouver 1 million de machines qui utilisent ce service SMB et qui sont exposées sur Internet. Donc on se rend compte que la capitalisation, la prise de conscience, elle n'est pas si largement répandue que ce que l'on pourrait imaginer. Maintenant, je crois, Nicolas, que tu as un petit sondage pour nous. Ton micro est coupé, Nicolas. On voulait profiter de ce petit webinaire pour effectivement échanger avec vous. Nicolas ? Ça y est, le sondage est parti, donc je vous encourage à voter dans Teams. J'étais en mute, pardon. Donc, avez-vous un inventaire à jour de votre parc informatique, incluant tout ce qui est poste, mobile, serveur et autres? Donc, premier sondage, vous pouvez répondre oui, non. Il y en aura un deuxième qui suivra. Donc, je vous laisse répondre. Pour l'instant, on a 6 répondants. Je suis sûr qu'on peut faire mieux.
Dès que les gens auront fini de répondre, je te donnerai les résultats parce que je sais que tu ne les vois pas. Alors, les réponses, je te les donne en direct live, Thierry. Là, sur une dizaine de 17 participants, non, 19 participants maintenant. Il y en a 7 qui répondent non et 13 qui répondent oui. Donc, une majorité de oui. Et on va poursuivre toujours dans cette logique avec un autre sondage pour savoir finalement si au-delà de la connaissance de ce qui se passe sur son réseau, on applique régulièrement des correctifs logiciels. Donc, je vous engage à répondre. Là aussi, les résultats s'affichent pour les uns et les autres. Donc, on a plutôt des personnes qui font les choses proprement, puisque dès que c'est nécessaire, ils agissent. 71%, tous les mois 21%, plutôt tous les trimestres 6%. On laisse les dernières réponses. 81% qui disent dès que c'est nécessaire. Très bien. 76. Ok, bon, ça nous donne une tendance. Je te relaisse la parole, Thierry. Merci Nicolas. Donc effectivement, on voit que ces démarches, ces questions, les 2 questions qu'on vient vous poser sont des questions essentielles. La bonne pratique, connais-toi toi-même, ce précepte philosophique Socrate. Alors là, je ne vais pas vous emmener sur le chemin de l'introspection, mais plutôt de l'inspection. Cette maxime que l'on peut reprendre à notre compte, c'est un point clé de la gestion des vulnérabilités qui est un des piliers fondamentaux de la cybersécurité. Cette gestion des vulnérabilités est majeure, importante, et c'est une règle d'hygiène essentielle, notamment promue par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui encourage grandement toutes les entreprises à se doter de pratiques cybersécurité majeures. Donc l'ANSSI est là en France pour qualifier des produits, certifier des entreprises, mais aussi faire la promotion des bonnes pratiques et à édicter ce petit guide que je vous encourage à consulter, le guide de la cybersécurité pour les TPE-PME. Et l'ANSSI met en point essentiel numéro 1 la connaissance du parc informatique et en point essentiel numéro 3 l'application régulière des mises à jour. Donc comme je vois que majoritairement les gens ont répondu qu'ils pratiquaient déjà cette mise à jour, je considère que ce sont des réflexes essentiels, primordiaux et qui sont très largement pratiqués aujourd'hui par l'audience, ce qui est un très très bon point. La bonne démarche pour cette protection, c'est de réaliser un inventaire parfait, complet, d'identifier les vulnérabilités. Il ne suffit pas d'avoir l'inventaire, bien évidemment, il faut identifier les vulnérabilités et ensuite de procéder aux remédiations. Les remédiations, c'est de passer les patchs, éventuellement d'isoler les machines si on ne peut pas passer les patchs. Il y a un certain nombre de cas où le patching n'est pas systématiquement possible et ainsi on va pouvoir se préserver de toute forme d'attaque. Et évidemment, ceci étant un des piliers, les autres travaux, les services de protection ou autres sont des compléments par rapport à cette démarche. Alors, on va voir justement que cette démarche, c'est quelque chose qui est implémenté intégralement dans notre offre qui s'appelle Cyber Security Check, qui est une offre qui va apporter une vision 360 degrés, synthétique, permanente du niveau de cybersécurité du système d'information de l'entreprise. L'ambition de ce service, c'est d'accompagner le client dans son plan d'amélioration continue face à ce risque. Tant est important le fait de connaître, d'identifier, mais aussi de le faire dans la durée. C'est pour ça qu'on parle de plan d'amélioration continue. L'offre se compose d'une sonde technologique qui va réaliser des analyses de vulnérabilité ainsi que des audits automatisés qui sont non perturbants pour le système d'information. Et c'est complété par un service d'accompagnement d'experts qui viennent analyser, piloter, réaliser des corrections, des modifications et d'accompagner le client avec tout un tas d'indicateurs sur cette maturité cybersécurité. L'offre est commercialisée sous forme d'un abonnement avec plusieurs options possibles. On y reviendra brièvement. Et cette offre… Alors, Thierry, parce que j'ai une question, est-ce
qu'on va aller sonder uniquement les PC ou plus que ça sur le réseau? Alors, on va en parler effectivement. Cette technologie qui est celle de Proactive, la société Proactive, la sonde s'appelle Sherlock. C'est une sonde qui va pouvoir faire une découverte active et passive de tous les équipements qui sont positionnés sur le réseau. Donc, on va découvrir des postes, des serveurs, mais aussi des imprimantes, n'importe quel type d'objet connecté, que ce soit des enceintes connectées, par exemple des caméras connectées. On se retrouve avec beaucoup d'objets connectés qui n'ont pas forcément les bons niveaux de cybersécurité, qui peuvent être des points de perturbation ou des cibles d'attaque, voire des origines d'attaque. Cette sonde va faire donc cette découverte. Ça va vous donner un inventaire complet du parc informatique. Elle va réaliser de l'analyse de vulnérabilité connue, lancer des audits non perturbants, comme je l'ai dit, et puis va générer des rapports qui sont simples, compréhensibles par tous. De l'importance aussi de la mise à jour en continu, cette sonde récupère des informations sur les vulnérabilités une fois par heure, et des nouvelles versions, des nouvelles fonctions sont très régulièrement descendues dans la sonde. Un point important, le boîtier est totalement autonome. Il transporte l'intégralité des informations. Aucune information sensible ne sort de cette sonde. Aucune information sensible n'est remontée dans un cloud et transmise à travers des rapports mail, par exemple. Alors, le mieux pour ça, c'est que l'on vous présente la solution. Je vais passer la main à Ninon qui va vous faire brièvement la présentation de la solution technologique. Bonjour, merci Thierry. Je me présente, donc je suis Ninon Pommery, je suis Channel Manager chez Proactive. Je gère la relation avec nos partenaires commerciaux. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vous présente rapidement, mais complètement, les fonctionnalités du boîtier. On est sur une mise en situation. Là, c'est un lien de démo qu'on a en ligne, qu'on pourra vous transmettre. Je me suis connectée au boîtier, il est branché en RJ45 et prise courant. Je suis arrivée sur une interface suite à une URL que j'ai reçue après branchement du boîtier. Le nom de l'URL, c'est le nom de l'entreprise .proactive.site. Je rentre mon adresse mail et je reçois un mot de passe à usage unique qui me permet de me connecter. Qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai une page d'accueil, un premier niveau de compréhension très synthétique, le nombre d'appareils connectés sur mon réseau, avec le nombre d'appareils par niveau de risque. Là, je vois que j'en ai 3 en risque critique, 1 en risque haut, 2 en moyen, 1 en bas. Et puis, je vais avoir ici, très important, la note globale de mon réseau. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, je comprends parfaitement où j'en suis, combien j'ai d'appareils et globalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave sur mon réseau? Là, il a une note critique. Je vais devoir pousser les tests, aller demander à mon DSI de regarder un peu plus en détail pour voir ce qui ne va pas, quel équipement pose problème. J'ai également des nouvelles de l'actu cyber, du monde informatique, etc. et mélangées, additionnées à celles de mon réseau. Vous avez une nouvelle vulnérabilité, vous avez un nouvel appareil qui se connecte, etc. Je bascule ensuite sur un deuxième écran qui m'est très fortement d'intérêt, puisque ça collait avec le sondage. Connais-toi toi-même. Je vois les appareils que j'ai sur mon réseau. Je vois donc tout ce que le boîtier a pu remonter comme information en termes d'OS, de typologie, d'appareils, d'IP, etc. Je vais avoir le moyen de sélectionner les effets de la démo. Voilà. Alors, du coup, c'est pas mal parce qu'on peut voir ce qui se passe quand je branche le boîtier. Progressivement, j'ai les informations qui me remontent. Je vais avoir le moyen de sélectionner, de trier mes appareils par plage d'IP, par typologie, etc. pour voir ce qui m'intéresse. Et puis, d'exporter les données au format Excel. Donc ça, c'est vraiment pour ma DSI, pour DSI RSSI ou PDF pour moi. Très synthétique, coloré, etc. Ressemblant à s'y méprendre avec l'interface. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder plus en détail un appareil
qui est vulnérable. Donc, j'ai encore une fois toutes les informations qui me remontent. J'ai partagé à ma DSI le problème. Ma DSI est sur le sujet. On peut voir les services qui posent problème. Là, on a du SSH et du HTTP, du Apache. Et puis, je vais aller regarder les rémédiations. Ça, c'est pour mon appareil. Elles sont en clair ici. Vous devriez mettre à jour votre service OpenSSH. Vous devriez mettre à jour votre service Apache avec la criticité qui correspond. La personne, l'administrateur de mon parc, c'est exactement ce qu'il faut faire pour solutionner cette vulnérabilité. Un troisième écran un peu plus poussé va vous amener vers la description de la vulnérabilité. Vous pouvez cliquer ici et accéder à une page qui traduira la description de la vulnérabilité en français. C'est un service Sherlock également. On est plutôt sur un écran qui va intéresser ma DSI, mon RSSI. Vous allez retrouver ici toute la liste des vulnérabilités du réseau. Intéressant, le but n'étant pas de noyer le client sous l'information, mais vraiment de lui donner les clés pour qu'il ait une visibilité sur son niveau de risque et sur ce qu'il y a à faire, sur ce que l'administrateur de parc doit faire pour solutionner ce risque. Donc, je vais avoir ici les rémédiations par IP, par appareil, avec la criticité correspondante. Et puis ici, les rémédiations, les mesures correctives, cette fois-ci par typologie de rémédiation. Je vous laisse un peu voir les typologies de rémédiation indiquées. Voilà. Avec ces écrans-là, mon administrateur de parc, c'est exactement ce qu'il doit faire pour imperméabiliser le réseau. On peut encore une fois aller plus loin. Là, cette fois-ci, je me situe sur un écran qui me montre toutes les vulnérabilités de tous les appareils de mon réseau avec le lien vers les appareils que ça concerne, une vulnérabilité, une faille de sécurité pouvant concerner plusieurs appareils. Je vais ici trouver des informations d'intérêt aussi, puisque je vais avoir ici tous les utilisateurs. Je peux me mettre moi, mon administrateur de parc, le RSSI, si RSSI il y a, etc. J'ajoute des utilisateurs et je vais pouvoir me paramétrer des alertes mail et SMS qui me permettent du coup de ne pas avoir, ou qui permettent à ma DSI de ne pas avoir à être en permanence sur l'interface pour voir ce qui s'y passe. On n'a aucune donnée sensible qui vont circuler par SMS ou mail, hein, uniquement vous avez un nouvel appareil vulnérable, vous avez un nouvel appareil qui s'est connecté. Mais voilà, je vais pouvoir choisir la criticité à partir de laquelle je souhaite être alerté et le créneau horaire. Ici, je me retrouve sur les réglages du boîtier, donc des modules un peu plus avancés qui concerneront vraiment l'administrateur de mon réseau. Demander à Proactive de prendre la main sur le boîtier, éteindre, redémarrer la box, figer l'état du réseau, intéressant quand j'ai un réseau qui ne devrait pas bouger, qui est connu. Je mets un périmètre en dehors duquel, lorsque j'ai un appareil qui se connecte à ce réseau figé, je vais être alerté. Vous trouverez ensuite des modules de configuration des intervalles qui sont réguliers. Intervalle d'oubli des machines, élément d'intérêt aussi. Si j'ai des commerciaux, si j'ai des personnes qui partent, qui reviennent, je vais pouvoir par exemple le fixer à une journée, ce qui va faire que tous les appareils qui n'ont pas parlé depuis 24 heures vont être masqués. On peut afficher les appareils masqués et surtout vont être rescannés lorsqu'elles reparleront. On passe sur le dernier onglet avec les informations du boîtier. Donc lui se met à jour automatiquement toutes les heures avec la liste des vulnérabilités que nos serveurs récupèrent en interne, mais également il peut y avoir des mises à jour de modules de sécurité, d'interfaces de version qui vont être poussées en nocturne. Et c'est également des mises à jour qui sont automatiques. Tout est en plug and play et préconfiguré. Enfin, je retrouve ici les statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure, avec des graphes qui représentent ces statistiques-là dans le temps. Je peux remonter jusqu'aux 12 derniers mois. Ici, j'ai la répartition de mes appareils par niveau de risque, mais dans le temps. Et puis juste en dessous, on se souvient de cette note globale ici. Je vais retrouver la note globale de mon réseau dans le temps également. Et je peux aussi remonter sur les 12 derniers mois. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais te laisser reprendre la parole, Thierry, et la main sur la présentation. Merci, merci Ninon. Alors j'en profite pour signaler un point clé dans la partie gestion de vulnérabilité, c'est que l'analyse dans le temps est primordiale. Elle est primordiale pourquoi? Parce que
un parc informatique a beaucoup de bonnes occasions de dériver et de devenir perméable. Les occasions sont évidemment quand le parc évolue, quand on rajoute une machine, un objet connecté, une imprimante ou que sais-je. Mais il peut aussi devenir perméable dès que des vulnérabilités sont détectées. Et parfois, des vulnérabilités sont trouvées sur des programmes qui tournent depuis plusieurs années. Donc l'analyse permanente et continue du système d'information est essentielle dans cette phase de gestion du risque. Alors je reviens sur ma présentation. Passer la démonstration, je pense que vous voyez tous l'écran. Les services d'accompagnement autour de l'offre Sherlock, évidemment, alors Sherlock va être là pour réaliser l'inventaire, ses analyses de vulnérabilité, tout ce qui est audit, donner cette note de maturité, cette note synthétique, proposer les mises à jour de vulnérabilité qui sont faites dans la machine de façon régulière, et puis donner ces rapports, synthèse détaillée. Les équipes Folia Team sont là, évidemment, pour faire le support de toute cette technologie, depuis la conception jusqu'à la configuration et le support des sondes Sherlock. Mais les équipes vont être là aussi pour présenter les résultats, les contextualiser. On réalise des rapports spécifiques Folia Team en complément des rapports Sherlock. Et on va procéder à ce qu'on appelle notamment la contextualisation des risques. C'est-à-dire qu'on va bien préciser en fonction des machines vulnérables quels sont les risques encourus par l'entreprise. Et bien évidemment, on sera là pour accompagner les clients dans les phases de remédiation ou dans la phase de pilotage des équipes réseau et système qui doivent procéder à la remédiation. Alors, une petite anecdote, on avait des clients qui utilisaient ces solutions, mais sans réellement procéder à toutes les phases de remédiation, donc c'était très, très bien, ils avaient un tableau de bord, mais le tableau de bord ne faisait que constater en fait la mauvaise pratique qui était derrière, à savoir que la note ne s'améliorait jamais, et elle ne s'améliorait jamais pour cause. Des nouvelles machines étaient rajoutées, les patchs n'étaient pas passés. Donc on leur a proposé de faire un pilotage de toutes leurs équipes pour réaliser les remédiations, les mises à jour, et à ce moment-là, on est rentré dans un cercle vertueux d'amélioration. Donc ce point d'accompagnement est essentiel pour les gens alors qui évidemment peuvent ou ne pas gérer leur parc. Pour les gens qui n'ont pas forcément le réflexe de faire du scan de vulnérabilité, évidemment l'offre est là, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés sur les plans de remédiation. L'offre, comme je vous l'ai dit en introduction, est vendue sous forme d'abonnement. Donc, la solution Sherlock existe en deux versions de taille, une version médium et une version large. Ce qui différencie les deux tailles, c'est la capacité à scanner, le nombre de machines qui sont scannées. En version médium, on est capable de scanner jusqu'à à peu près 300 appareils sur un réseau. Et en version large, on peut monter bien au-delà. Et ensuite, on propose 3 niveaux de service d'accompagnement, depuis un niveau basique jusqu'à un niveau très très détaillé où on va être présent de façon très récurrente chez les clients. Donc, fonction de ces niveaux de service et fonction de la taille des boîtiers, et sur des engagements de 36 mois, voilà, on peut arriver à des prix qui représentent de l'ordre de 1,35 € par équipement et par mois pour réaliser complètement ces tâches, ces travaux de gestion des vulnérabilités. Évidemment, on considère que cette technologie est très très performante, mais les clients qui l'utilisent en parlent largement aussi bien que nous. Donc ce sont des témoignages importants qui précisent à la fois la simplicité, à la fois l'efficacité de la solution. Et en synthèse, parce que évidemment il y a une technologie performante, mais il y a aussi tout un service d'accompagnement. Moi je dirais qu'on est face à un service qui est un outil simple, un service sous forme d'abonnement, donc sans risque, sans avoir à déployer d'équipements dans le contexte client qui appartiennent aux clients. On repose sur des normes internationales. Il faut savoir que tout ce qui est traité par le boîtier Sherlock repose sur ces normes internationales de qualification, d'identification des vulnérabilités et de scoring des vulnérabilités. Quand on met des notes, ce sont des notes internationales. Tous ces systèmes sont plébiscités, alors évidemment, par beaucoup de gens qui ont besoin de se protéger, mais aussi par les compagnies d'assurance qui ont décidé que ce type de technologie, et notamment la sonde Sherlock, sont des éléments clés pour définir le risque et être capable d'encadrer le risque et de pouvoir proposer des cyberassurances aux gens qui appliquent ces bonnes pratiques
et donc qui, de par ce fait, se voit appliquer des primes d'assurance à taux réduit. Enfin, c'est évidemment recommandé par l'ANSSI et puis indispensable dans la vie économique en interaction numérique. C'est clairement, cette exposition au risque est majeure. Je ne refais pas le tour de toutes les vulnérabilités dont on a parlé, ou toutes les attaques, et ces piliers de la gestion des vulnérabilités vont permettre évidemment de se doter d'une soupape de sécurité importante. Et alors, si on fait le petit retour sur la petite histoire WannaCry du début, vous voyez que avec ce type de solution, on a cette connaissance du parc, on a l'identification des machines qui se sont retrouvées attaquées par WannaCry et l'identification des machines vulnérables. Et puis, on a mis en place les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on a procédé à la correction, au passage des correctifs ou à l'isolation des machines trop vieilles pour être patchées. Et on a complètement réduit ce qu'on appelle la surface d'attaque vis-à-vis d'attaques de type ransomware, WannaCry et autres. Voilà. Alors, on a dans notre programme, notamment avec ce lancement de webinaire, une offre de try and buy qui va vous permettre de tester la solution, de la tester sur une période avec des essais gratuits sur une quinzaine de jours. Et on se propose de faire une offre commerciale agressive pour un lancement et d'offrir 2 mois d'abonnement à toute personne qui souscrirait à l'issue de ce webinaire au service Cyber Security Check. Vous avez ici nos coordonnées dans le mail pour le contact chez Chloé, et on vous transmettra bien évidemment toutes ces informations. Alors, avant de passer au try and buy, on va peut-être répondre à quelques questions. Vous pouvez les poser, vos questions, sur le module de chat. Si vous voulez vous démuter aussi pour les poser en direct, pas de problème. Alors, il y a une personne qui s'est lancée, et je remercie. C'est toujours compliqué de poser la première question, qui demande: est-il possible avec cette sonde de monitorer son réseau? Concrètement, est-il possible de faire du scan de ports sur un firewall ou sur des switches? Alors, est-ce qu'on a la réponse? Non, c'est toi qui réponds, c'est moi. Comme tu préfères, Thierry, si tu veux compléter, effectivement, on scanne tout ce qui est une IP. Donc, il y aura... Tu veux que je te laisse compléter, Thierry? Non, mais effectivement, donc tous les équipements IP sont scannés par la sonde, et la sonde va remonter effectivement tous les ports. Alors, on ne fait pas du scan de ports, mais on va remonter les ports ouverts et les ports, du coup, de par leur ouverture, qui peuvent produire ou autoriser des attaques ou des vulnérabilités à s'introduire sur le réseau. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Juste pour compléter ma question, si on a un élément réseau, comment dire, important, est-ce que le système peut nous prévenir si il est down ou Non, alors on ne fait pas de supervision d'équipement avec la sonde. On ne fait pas de supervision d'équipement avec la sonde. Merci. Alors, voilà, d'autres questions qui arrivent. Bonjour, si on a des réseaux différents, typiquement mairie et services en MAN fibre et réseaux autonomes des écoles, peut-on déplacer la sonde pour tester les réseaux indépendants de temps en temps? Alors, la sonde déjà va être capable de scanner plusieurs réseaux. Elle a plusieurs capacités pour ça. Elle a déjà plusieurs ports LAN, donc ce qui permet de segmenter, de récupérer des réseaux segmentés de par ces différents ports LAN. Alors la sonde médium a 4 ports, la sonde large a 8 ports. Donc ça permet de récupérer déjà pas mal de réseaux différents. Ensuite, on va être capable de scanner des réseaux, y compris routés. Donc il y a des mécaniques dans la sonde qui permettent de scanner des réseaux routés. Enfin, et c'est pas recommandé, mais on peut le faire, effectivement, on peut déplacer la sonde et procéder à des scans de réseaux différents. Alors, pourquoi c'est pas recommandé? Parce que dans ce qu'on préconise, c'est vraiment cette analyse permanente et continue des réseaux. Néanmoins, il y a évidemment possibilité de le faire. Ça nécessite une petite reconfiguration de la sonde, parce qu'une fois qu'elle a démarré sur des réseaux, elle est en scan sur ces réseaux, et si on déclare des réseaux supplémentaires, il faut pouvoir l'activer dans la sonde. C'est juste...
Est-ce que vous avez un VPN? Je vois que c'est la même personne qui précise la question. Est-ce que vous avez un réseau VPN qui permet de relier tous les appareils? Parce que si oui, A priori, ce n'est pas le cas. Donc les réseaux sont vraiment isolés physiquement. S'ils sont vraiment isolés, oui, c'est ça. Alors après, il y a capacité aussi d'avoir plusieurs sons. Et on peut étudier à ce moment-là des modèles. D'autres questions? Alors, en attendant qu'il y en ait d'autres qui se posent, moi, je vais me mettre à la place du client parce qu'on les voit régulièrement quand on parle de notre offre Cyber Security Check. Les questions qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il va y avoir de la perturbation sur la production informatique aujourd'hui à poser cette sonde? Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, ça peut venir créer des interférences? Et non? alors non, la sonde, c'est moins d'1 kilobit sur le réseau. On ne fait pas de bruit de force. Voilà, on est production proof. Tous les modules qu'on exploite sont des modules stables. Voilà. Donc, il n'y a pas de perturbation. Non. Et alors, une question de nouveau de M. Boukir sur est-ce qu'on se connecte en version SaaS à l'outil? Non, non. Donc ce qu'on expliquait, c'est que la sonde est parfaitement autonome. Donc elle est positionnée sur le réseau du client. On peut se connecter à distance sur la sonde, mais il n'y a aucune information qui remonte dans un cloud. Tout est localisé dans la sonde. Donc la sonde est autonome, embarque son propre système d'accès, de configuration. Donc c'est un serveur web qui est embarqué dans la sonde. Mais encore une fois, aucune info ne sort de cette sonde. Donc c'est pas un mode SaaS. Alors, pour les VLAN, quand je vois la question, bonjour, est-elle capable de scanner des VLAN? Effectivement, en fait, là où vous branchez le boîtier en RJ45, c'est l'angle de vue que vous donnez à votre réseau. Si les VLAN communiquent entre eux, vous allez pouvoir les voir. Quand on a des réseaux vraiment segmentés et pas de réseau admin un peu global, c'est là qu'on sera bloqué. Scan de l'AD, c'est justement dans la roadmap des fonctionnalités à venir d'ici la fin de 2021. Alors, il y a une question, tu l'as abordée Thierry, mais souvent elle revient, c'est la fréquence de mise à jour des vulnérabilités. Donc, imagine, non. Il faut savoir qu'il y a 40 vulnérabilités qui sortent par jour. Donc, le boîtier se met à jour au prorata de cela, même à plus haute fréquence, puisque il se met à jour toutes les heures. Voilà, automatiquement, avec la nouvelle liste des vulnérabilités. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut identifier des comportements sur activité anormale de scan de port en cours ou cryptage de fichiers en cours sur des grandes quantités de données? Non, a priori, ce n'est pas fait pour ça. Donc la réponse est non. On fait pas de détection, on ne fait pas de correction non plus. On est vraiment en amont. Nous, ce qu'on va identifier, sont des failles des appareils en eux-mêmes, pas de l'activité sur le réseau, par exemple. D'accord. Une autre question, est-ce que la sonde permet de voir si les stations ou serveurs sont en mode administrateur? Et donc, est-ce qu'il y aurait un risque supplémentaire? Non, également. Non. Non, pas aujourd'hui. Ce ne sont pas des fonctions qui sont supportées aujourd'hui. On parle beaucoup de la sonde. Thierry, tu as expliqué tout à l'heure rapidement ce qu'on proposait derrière pour finalement accompagner les clients. Donc, c'est des prestations de conseil. Est-ce qu'il y a des services aussi qu'on peut proposer pour aider à mieux se protéger?
Oui, oui, alors clairement, on oriente ça, comme je le racontais en introduction, on veut vraiment coller à l'ADN de Foliatim et à ce qui fait notre parc client aujourd'hui, hein. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment en accompagnement de cybersécurité, d'être là pour porter la bonne parole, d'apporter des technologies, mais aussi d'être là pour présenter à des clients qui ne sont pas forcément totalement organisés au plan de la cybersécurité, qui peuvent éventuellement manquer de ressources, hein. Donc, on va être là vraiment sur l'accompagnement. On va se substituer à un éventuel expert qu'ils n'auraient pas dans leur organisation pour aller présenter les tableaux de bord et les bonnes pratiques, hein. Et évidemment, derrière, on va supporter et encourager les bonnes pratiques. Alors, j'en ai pas parlé volontairement, on a beaucoup d'offres aussi complémentaires à cette offre-là, hein, puisqu'on considère que cette offre-là, c'est une offre de démarrage sur la cybersécurité. Ça fait vraiment partie des premiers piliers, des premières choses à mettre en œuvre. Mais derrière, on peut être là pour accompagner les clients sur des audits ou des tests de pénétration poussés. On peut être là pour les accompagner sur des programmes de mise en conformité de cybersécurité au sein des organisations. Et bien évidemment, on a tous nos services managés de cybersécurité qui viennent compléter les infrastructures des clients, hein, alors les infrastructures que les clients veulent bien nous confier, hein, au titre de la téléphonie, la communication unifiée, au titre de l'hébergement de plateformes, hein. Bien évidemment, nos services managés de cybersécurité viennent compléter ces services, mais aussi on peut le proposer dans le cadre de gens qui auraient déployé des technologies dans leur data center ou dans leur bureau. D'accord, merci. Alors pendant que tu répondais, il y a eu une nouvelle question qui demande s'il est possible de scanner des applications métiers, un outil qui serait développé maison. Est-ce que on est capable d'aller voir les failles? Alors, on ne fait pas de scan web en profondeur, hein. On va scanner uniquement les briques standards type serveur web sur lesquels il tourne, Nginx, Apache, etc. Et les analyses web d'applicatifs, en fait, risquent trop de corrompre les données de production pour une solution permanente. On a vocation à être en permanente sur le réseau. Or, si on commence à aller, par exemple, un scan d'injection SQL pourrait rajouter des données invalides dans la base de données de prod. Donc nous, on a vraiment des modules production proof, c'est pas notre objectif. Voilà. Donc ce type d'audit applicatif, évidemment, peut être réalisé en complément, mais ça reste un travail indépendant, un projet indépendant, hein. On vient avec des outils, les experts viennent pour auditer les applications, pas de façon permanente, hein, comme le disait Nino, et aussi de façon très très normalisée sur des environnements, si possible, pas en production, hein, donc des environnements de pré-prod et autres. C'est là-dessus qu'on va plutôt analyser les applications, la sécurité des applications. Alors, il y a une question autour des atouts de la solution Cyber Security Check et en particulier de la sonde Sherlock pour pouvoir finalement comparer avec les autres EDR du marché. Quels sont les avantages? Alors, la sonde Sherlock n'est pas un EDR, hein. Donc, la sonde Sherlock ne fait pas de détection, elle fait de l'analyse du scan de vulnérabilité, hein. Donc, ce sont deux positionnements différents et ça rejoint un peu la question qu'on a eue préalablement. La sonde ne fait pas de détection typiquement de trafic malveillant ou autre. On est vraiment sur les équipements connectés au réseau et on analyse, on inventorie et on analyse les vulnérabilités sur ces équipements. D'accord? Donc, on ne peut pas comparer un EDR avec la sonde Sherlock. Alors, il y a une question qui est est-ce que la sonde peut être utilisée dans le cadre d'un check de sécurité one-shot sans engagement? Alors moi, je vais donner la réponse et puis tu compléteras, Thierry. Non, à la base, c'est un service récurrent et je crois que tu as bien insisté tout à l'heure, Thierry, sur l'intérêt d'avoir cette évaluation récurrente. Maintenant, on vous offre la possibilité de tester gratuitement cette sonde pendant 15 jours. Si vous voulez l'utiliser en mode one-shot, c'est pas comme ça qu'on a pensé notre service, mais ça sera l'occasion de le tester. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thierry, par rapport à ce que je viens de dire. Non. Alors, ce qu'on pousse vraiment, c'est cette permanence et cette récurrence du service, parce qu'effectivement, c'est la seule façon de vraiment se protéger. Évidemment, l'analyse one-shot va donner de l'information, mais qui ne sera valable qu'à un instant T. C'est-à-dire que dès le lendemain, une vulnérabilité peut apparaître, des machines peuvent bouger, un utilisateur peut changer quelque chose dans une configuration ou apporter ou induire une vulnérabilité supplémentaire, et à ce moment-là, on ne l'aura pas. Alors,
je comprends le besoin et l'envie, surtout pour des gens qui ne pratiquent pas de façon récurrente les audits, hein, ou l'analyse de parc. Je comprends que ce soit tentant, mais on est vraiment là pour pousser la bonne parole et expliquer les bonnes démarches, hein. Donc, dans la mesure du possible, mettons en place cette sécurité permanente et récurrent. Alors, il est 11h50, on arrive un peu au terme du webinaire. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier pour nous avoir écoutés, avoir participé ainsi. On rappelle que vous pouvez bénéficier pendant 15 jours d'un essai gratuit et que si derrière ça enclenche un abonnement, comme l'a expliqué Thierry, on a une offre qui permet d'avoir les 2 premiers mois d'abonnement gratuit. Je conclurai ce webinaire en remerciant Thierry et Ninon pour leur participation et en vous disant que nous allons avoir à la fin un petit mail qui vous sera envoyé avec l'évaluation de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks, ça nous aidera à progresser. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.